sommaire de cette édition, la date de reprise des élections municipales et régionales dans certaines localités est fixée au 21 juillet prochain. C'est une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. Demain 20 juin, date symbolique pour soutenir les réfugiés dans le monde entier. C'est une journée initiée par les Nations Unies depuis 2001. En Inde, plus de 100 morts et d'énormes dégâts matériels causés par une mousson précoce. Les habitants sont encore sous le choc. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h sur RTI 1. Le 21 juillet 2013, un scrutin partiel va se tenir. C'est une des décisions prises lors du Conseil des ministres de ce jour. Il s'agit de la reprise des élections municipales et régionales dans certaines localités. Jérôme Kofi Abola. Comme au football, le Conseil des ministres de ce mercredi 19 juin 2013 a duré 90 minutes, précisément entre 10h30 et 12h. Lieu de la rencontre, le palais présidentiel, comme la plupart du temps. Les sujets traités au cours de cette réunion, il y en a eu à foison, mais deux à retenir au terme du point presse habituel consécutif au Conseil. D'abord, la reprise des élections municipales et régionales dans certaines localités, scrutin partiel prévu le 21 juillet 2013, comme indiqué par le porte-parole du gouvernement. Ces élections partielles vont concerner les circonscriptions électorales de Anyama, de Bétier et de Doropo, en ce qui concerne les municipales. Et ces élections vont concerner la région du Tchologo, en ce qui concerne les élections régionales. Les élections ont lieu à la date du 21 juillet 2013. La campagne électorale est ouverte le samedi 13 juillet à 0h jusqu'au vendredi 19 juillet à minuit. Ensuite, le projet de construction de logements sociaux ou économiques, un projet si cher au président de la République, Alassane Ouattara, toujours au dire du ministre Bruno Nabagné-Koné. Un compte-rendu relativement détaillé a été fait par le ministre donc en charge de la construction qui montre que les choses avancent bien parce que les entreprises promotrices en matière de logement qui étaient candidates pour construire ces logements ont été retenus. Donc il y a 46 promoteurs qui ont été retenus et 256 constructeurs. Et comme nous l'avons dit précédemment, ces constructions concernent Abidjan, mais concernent également l'intérieur du pays. Et donc tout est mis en œuvre pour que les premiers terrassements se fassent dès la fin de la saison des pluies et que les premières maisons témoins soit présentable avant la fin de l'année. Comme vous le savez, c'est un programme très important auquel le chef de l'État attache beaucoup de prix. Et puis avant de prendre congé, le porte-parole du gouvernement a évoqué en termes de divers la récente visite du chef de l'État au Gabon visant au renforcement de la coopération bilatérale et celle à effectuer au Cameroun du 24 au 25 juin 2013 pour plancher sur un sujet poignant, la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, un sujet qui, comme on le voit, concerne aussi la Côte d'Ivoire. 12% de la population ivoirienne souffre de drépanocytose. Éviter de nouveaux cas et limiter les crises pour les personnes déjà atteintes, c'est le challenge que le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida veut relever. Beket Aliko, Adama Koné. Quand il pleut, on est obligé de se doubler avec beaucoup d'habits. Quand je suis malade, je me sens fatiguée. Mes bras me font mal. Mes pieds aussi me font mal. Je vois flou. Comme Daniel et Samuel, plusieurs enfants de 0 à 5 ans sont touchés par la maladie. La drépanocytose, maladie héréditaire du sang affectant 12% de la population ivoirienne. Essentiellement deux signes, une douleur osseuse et puis l'anémie. Vous constatez que l'enfant a les yeux jaunes, c'est un signe supplémentaire et l'alarme est donnée, il faut consulter rapidement pour que le diagnostic soit fait. En Côte d'Ivoire, des dizaines de drépanocytaires sont livrés à eux-mêmes. À l'origine, la limitation des services dans les centres hospitaliers et universitaires d'Abidjan.
À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, les ONG et associations spécialisées invitent l'État à une meilleure prise en charge des malades. La gratuité du test de l'électrophorèse de l'hémoglobine. La réalisation obligatoire du test de l'hémoglobine avant tout mariage. La création de services d'hématologie dans tous les CHR. La drépanocytose ne se guérit pas. Pour éviter la crise drépanocytaire, des dispositions s'imposent. Ne pas prendre de bain à eau froide, éviter la consommation d'alcool et de tabac, ne pas porter de vêtements trop serrés, fournir moins d'efforts physiques et boire beaucoup d'eau. Demain, 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Depuis 2001, cette date est l'occasion de sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Cette année, les Nations Unies appellent à un plus grand soutien des personnes en exil. Marie-Laure Gorin. Prenez une minute pour soutenir une famille contrainte de fuir. C'est le thème choisi cette année par la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale des réfugiés. Une journée instituée depuis 2001 par les Nations Unies pour sensibiliser le public à la cause des réfugiés. Célébrée chaque 20 juin dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, la journée mondiale des réfugiés est l'occasion de se souvenir de toutes ces personnes ayant fui leur pays et de leur exprimer un soutien. Le secrétaire général des Nations Unies souligne: les réfugiés quittent leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix. Nous n'avons pas le choix non plus. Nous devons les aider. Fin de citation. Pour l'édition 2013, l'appel est donc lancé aux États pour aider les réfugiés à recommencer une nouvelle vie grâce à la réinstallation, au rapatriement librement consenti ou à l'intégration locale dans le pays d'exil. Pas facile de vivre en exil. Les autorités ivoiriennes, avec l'appui du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, ont favorisé le rapatriement volontaire de réfugiés ivoiriens installés dans les pays de la sous-région après la crise post-électorale. Grâce à ce rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens, dont des militaires, des hommes politiques, des jeunes étudiants, élèves, vivant notamment au Ghana, au Libéria, au Togo, ont pu regagner leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et justement, en Côte d'Ivoire, les efforts se concentrent sur la promotion de la paix, la réconciliation nationale, des efforts qui devraient encourager tous ces Ivoiriens encore en exil à regagner leur pays. Plus que quelques jours avant la visite du président de la République dans le district des Savanes, des travaux de réhabilitation de la voirie sont en cours sur l'axe Abidjan-Korogo, Ferké et Niélé. Le reportage de Patricia Omouetia. Les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route sur l'axe Yamsokro-Boaké-Katiola-Niakara sont en cours. La grosse artillerie est déployée sur tout le tronçon. Le bitume dégradé est retiré, les nids de poules sont fermés. Les travailleurs sont à la tâche pour rénover la route et sécuriser les voyageurs. Ferké-Sédougou est l'une des plus grandes villes de la région des Savanes, au nord de la Côte d'Ivoire. Elle compte environ 62 000 habitants et les groupes majoritaires sont le Niarafolo et le Palaka. Ici également, les choses se précisent. Nous sommes dans la cité du Tchologo, à Ferké-Sédougou, à environ 650 km d'Abidjan. La ville est en chantier, les préparatifs vont bon train, comme vous le constatez sur cette place derrière moi, où va se tenir plusieurs réunions. Ferké-Sédougou fait donc partie des villes que visitera le président de la République, Alassane Ouattara, lors de sa visite d'État dans le district des Savanes, prévue du 2 au 8 juillet prochain. Cap est mis sur Niélé, dans le département de Ouangolodougou. Niélé est situé à 150 km de Korogo et à 30 km de la frontière avec le Mali. Ici, les préparatifs n'ont pas encore démarré. Cela n'empêche pas les gendarmes de veiller au grain malgré les conditions difficiles de travail. Restons sur place dans le district des Savanes. Un nouveau venu dans le paysage des transports à Ferké-Sédougou et à Korogo. Des tricycles permettent désormais aux populations de rallier les différents points de la ville. Ils sont très appréciés des usagers. Le reportage de Patricia Omouetia. On les retrouve partout, dans les villes, sur les routes et à toute heure. Le tricycle, cet engin à 3 roues, rivalise avec les motos et fait la concurrence aux taxis-brousses.
transport de tout type de marchandises, transport des biens et des personnes. Ce nouveau moyen de transport en commun est récemment entré en scène en Côte d'Ivoire. Les femmes rurales ne peuvent plus s'en passer. Même si elles manient avec dextérité les engins à 2 roues, le tricycle est également sollicité. Le coût varie entre 500 francs et 1000 francs CFA selon les distances à parcourir. Pour Soro Mamadou, conducteur de tricycle, les affaires marchent plutôt bien. Il transporte une cargaison peu ordinaire, une pirogue. Il croule sous le poids de cette énorme charge, mais il se dit heureux car sa journée est gagnée. C'est pour envoyer ça à Douéré. Une marchandise comme ça, bon, c'était valeur de 15 000 francs. Le tricycle, cet engin à 3 roues, fait sans doute le bonheur des populations dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. 100 nouveaux autobus dans le parc de la Sotra. Il est question de renforcer les lignes urbaines grand public. C'est la première vague des 500 autobus acquis par la société. Léon Brou. 12 heures ce mardi, boulevard Valérie jusqu'à Destin. À l'arrêt, des usagers aux aguets pour sauter dans le premier bus de la Sotra. Certains attendent depuis 1 heure d'horloge, d'autres un peu plus. C'est pas facile. Je suis là depuis 1 heure de temps, il n'y a pas de bus. On souhaite que la Sotra fasse venir assez de bus. Avec le bus, au moins, le transport est un peu moins. Mais comme ça met du temps à passer, donc j'aimerais vraiment qu'il ait au moins chaque 15 minutes un bus. Parce que là, au moins, ça nous a arrangé. Message bien perçu, 100 nouveaux autobus ont débarqué au port d'Abidjan pour agrandir le parc automobile de la Sotra. Ces engins d'origine hollandaise, tous des véhicules d'occasion de 5 à 6 ans d'âge, ont été conduits ce même jour à l'atelier mécanique de la Sotra pour le conditionnement avant leur mise en circulation. Nous sommes à la première vague de 100 autobus qui sera mis en circulation dans une semaine. En 2011, en avril, on avait 90 autobus. Nous sommes montés en fin 2012 à 500 autobus. Nous prévoyons en fin 2013 1000 autobus. Donc c'est une progression qui s'est faite de façon sûre, maîtrisée, pour allier rigueur et contraintes financières. Ces 100 premiers autobus constituent la première vague des 500 nouveaux engins acquis par la Sotra pour le renforcement de ces lignes urbaines, encore dites lignes grand public. Les 400 autres autobus restants vont arriver tous les 45 jours à compter de la présente livraison, toujours par vague de 100. L'opération représente dans son ensemble un investissement de 180 milliards 375 millions de nos francs. Plus de 90% des fonctionnaires ivoiriens ont été notés. 5 mois après le lancement de l'opération d'identification et de notation, l'heure est au bilan pour le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Le reportage est signé Honorine Aligori. En ligne de mire de l'opération d'identification et de notation des fonctionnaires sur toute l'étendue du territoire national, l'amélioration de la gestion des ressources humaines. Il s'agit aussi pour le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de s'enquérir des services engorgés et les services en sous-effectif, tout en luttant contre la tricherie au travail. C'est notre rôle de faire en sorte que les fonctionnaires se sentent aimés. On n'est pas là pour les sanctionner. On est là pour mettre de l'ordre. Mais quand quelqu'un n'existe pas, on ne peut pas continuer de payer. Pour qu'on puisse payer au moins confortablement ceux qui travaillent, il faut qu'on arrête de payer ceux qui n'existent pas. Pour ce fonctionnaire, cette opération est salutaire. Cette rencontre est à point nommé. Aujourd'hui, nous avons vu un ministre vraiment très ouvert qui nous a communiqué sérieusement les objectifs de cette notation. Et aujourd'hui, je pense que nous sommes bien outillés, ou mieux outillés, pour continuer la mission. L'accès au travail pour les fonctionnaires d'État n'est pas facile. N'ayant pas de véhicule, je suis obligée de me lever chaque jour à 4h30. 4h30 du matin pour être ici à 7h20. Le ministre de l'Emploi, de la fonction publique et de la réforme administrative prévoit comme perspective le renforcement des capacités des fonctionnaires en vue d'un meilleur rendement au travail.
Parlons économie, bientôt un nouveau visage pour les institutions de microfinance. Il est question d'assainir leur mode de gestion pour les rendre viables et fiables. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a mis sur pied un plan d'action 2013-2016. Adama Kone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest prépare un grand coup de balai dans le secteur de la microfinance. Un plan d'action 2013-2016 vient d'être bouclé. Désormais, les comptables des institutions, les auditeurs des institutions de microfinance devront avoir une qualification. Une qualification minimale sera requise de ces acteurs-là, avec, bien entendu, un accompagnement de ces acteurs pour que nous ayons une réglementation à la matière qui marche. S'agissant des institutions à l'entrée, là, il est obligatoire désormais d'avoir un minimum de compétences pour pouvoir créer une institution de microfinance. Également, au niveau des organes élus, il est prévu qu'il y ait des compétences qui soient non seulement des compétences requises, mais des compétences complémentaires. Vous aurez des personnes qui ont une connaissance suffisante du droit, à côté de personnes qui ont une connaissance suffisante de la comptabilité et d'autres qui ont une connaissance suffisante de la gestion du crédit ou de la gestion tout court. L'objectif est d'assainir un secteur à fort impact social et qui touche 11 600 000 personnes dans l'espace UEMOA. Si la microfinance est illustrée par de nombreux dérapages, elle reste une solution salutaire pour les exclus du système bancaire classique. Je le trouve moins cher, quoi. Les pourcentages qu'on met. Et puis c'est juste pour travailler. Ça nous facilite le travail. J'ai eu la chance d'avoir un petit crédit avec eux l'année passée et que j'ai remboursé. Je suis actuellement en train de demander le deuxième crédit. Bon, je sais que peut-être d'ici peu de temps, ils vont me l'accorder. Mais seulement ce que je déplore un peu, bon, leur modalité de paiement, c'est ce qui nous fatigue un peu. Les prêts sont faciles, même si vous n'avez pas épargné. En un premier temps, on peut vous donner de l'argent pour faire prêt, afin que vous puissiez faire vos activités. Pour donner toutes les chances de réussite à sa réforme, la Banque centrale compte tracer une ligne de démarcation entre la gestion des structures de microcrédit et l'intervention politique. Ce que la technique peut régler, c'est la sensibilisation des autorités politiques. De faire en sorte qu'on distingue l'opération financière de l'opération politique. Et nous pensons que cette information est passée aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la microfinance pèse 90 milliards de francs CFA d'épargne mobilisée par environ 1 million de personnes. Du nouveau dans le domaine des cartes prépayées, la carte Liberty, elle n'est pas rattachée à un compte bancaire et elle est immédiatement disponible. Ce produit de la Caisse nationale des caisses d'épargne vient pour booster la bancarisation des populations ivoiriennes et de celle de la CEDEAO. Noël Niagno. La CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne, s'ouvre à la modernité. Elle met à la disposition de sa clientèle un nouveau produit, la carte Libertis. Elle ne nécessite pas l'ouverture d'un compte bancaire et offre plusieurs avantages. La carte prépayée est une carte rechargeable non liée à un compte bancaire et qui permet d'effectuer les mêmes opérations qu'une carte bancaire classique. Un enseignement à retenir de cette performance, les banques publiques ont leur place sur le marché bancaire ivoirien. Les banques à capitaux publics bien gérées et ayant une solidité financière ont bel et bien leur place dans le paysage bancaire ivoirien. Tout en prenant acte du souhait formulé par les banquiers, Mme Kabaniale, ministre déléguée auprès du Premier ministre, en charge de l'économie et des finances, a invité population, opérateurs économiques et agents des régies financières à s'approprier ce nouvel outil. Voudrais-je lancer un appel aux populations à venir accompagner la Caisse dans cette nouvelle entreprise. J'invite également l'ensemble des opérateurs économiques à soutenir la promotion de la carte bancaire prépayée afin qu'elle soit disponible partout sur le territoire ivoirien et accessible à tous.
J'engagerai moi-même les régies financières à explorer les possibilités d'utilisation de la monétique, notamment de la carte prépayée, dans leurs relations avec les tiers. Une démonstration est venue confirmer les performances de la carte Libertis. Elle est opérationnelle dans les 600 câbles de Côte d'Ivoire et 3000 distributeurs de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et puis, la Côte d'Ivoire organise la 4e édition du Forum des marchés émergents sur l'Afrique. Les 21 et 22 juin, 90 leaders et experts du monde politique de 20 pays du monde seront à Abidjan. Il va être question des perspectives et stratégies de développement en Afrique. Hors de nos frontières, au Mali, 11 jours de négociations entre le gouvernement et le MNLA. Résultat, un accord pour le retour de l'État dans le Nord et la prise en compte des revendications des groupes présents dans la zone. Il a fallu 10 jours de négociations et quelques concessions pour conclure. Ce fut rude, mais l'accord est là. À 40 jours de l'élection présidentielle, il lève le dernier obstacle à l'organisation du scrutin. L'accord conclu entre Bamako et les groupes armés Touareg prévoit un cessez-le-feu immédiat. Les rebelles acceptent de laisser rentrer l'armée et l'administration malienne dans leur fief de Kidal. Les combattants Touareg seront cantonnés. L'accord fait la part belle à Bamako, mais dans les deux camps, on est plutôt satisfait. Le plus dur est devant nous, amener les uns et les autres à s'engager sincèrement dans la voie de la paix et de la stabilité. Nous avons respecté nos engagements depuis le premier jour où le médiateur de la CEDEAO nous a approchés pour participer à ce processus. Nous allons continuer dans le même sens. Nous sommes prêts, si le Conseil de sécurité décide au fin du mois d'avoir une opération de paix qui peut accompagner cet accord. Un accord très commenté à Bamako, où l'on a suivi chaque point de crispation. Les groupes armés Touareg n'ont pas obtenu l'abandon des poursuites judiciaires qu'ils réclamaient. Bamako a dû céder sur le désarmement des rebelles. Il ne se fera pas tout de suite, mais après l'élection, qu'importe, cet accord, c'est tout de même une victoire. Le retour de l'armée malienne en Kidal, c'est une bonne chose. Les élections, la sécurité, ça ne peut pas aller sans l'armée et sans l'administration. Donc, leur présence est obligatoire. Ce sont des Maliens. Et tant mieux qu'on se donne la main et puis qu'on continue. Vive le développement et vive le Mali donc. Le développement du Nord, on en reparlera après l'élection, car l'accord conclu hier n'est qu'une première étape. Il ouvre la voie aux discussions sérieuses qui s'engageront avec le nouveau pouvoir. En Inde, plus de 100 personnes ont trouvé la mort et des milliers d'autres sont portées disparues dans le nord du pays. Les pluies torrentielles apportées par une mousson précoce ont tout dévasté sur leur passage. Les images. L'arrivée de la mousson avec 2 semaines d'avance sur la date habituelle a pris par surprise les autorités indiennes. Elle s'est étendue à l'ensemble du territoire. Au moins 120 personnes ont péri à la suite de glissements de terrain et des milliers d'autres sont coincées par les inondations. Les responsables locaux et l'armée tentent de secourir dans les provinces du Nord des milliers d'habitants et de touristes bloqués près des lieux saints hindous baptisés l'État des dieux. Le travail de sauvetage est en marche. L'armée, les membres du ministère des Travaux publics et des bénévoles travaillent. Les pertes sont importantes dans toutes les régions de l'Uttarakhand qui sont touchées. Les fonctionnaires s'activent, mais il faudra sûrement un certain temps pour que tout revienne à la normale. Par mesure de sécurité, les autorités ont annulé les pèlerinages dans cette zone géographique. Le niveau des eaux, des rivières et des fleuves continue de monter, bloquant les routes. De nouvelles pluies freinent également les interventions d'urgence. Pour les experts de la météo, la situation n'est pas brillante. Le pays a reçu 68% de précipitations de plus que d'habitude à ce moment de l'année. Nous avons donné l'alerte pour les prochaines 24 heures. Au cours des prochaines heures, il y aura de fortes pluies localisées dans 3 districts de l'Himachal Pradesh. Ensuite, la mousson faiblira avec beaucoup moins de précipitations. Dans cet état, les inondations ont détruit plus de 500 habitations et dans l'état voisin de Subhash Kumar, 21 ponts se sont effondrés, isolant plusieurs villages de la province. L'actualité dans le reste du monde en bref et en images. Direction la Turquie, la Russie, Israël. Mais tout d'abord au Brésil, près de 200 000 personnes ont manifesté contre la vie chère.
Nouvelle journée de contestation au Brésil. 50 000 manifestants mardi soir à Sao Paulo. Certains d'entre eux ont tenté de forcer l'entrée de la mairie, tandis que le gros des manifestants défilait pacifiquement. À l'origine de la fronde, née à Sao Paulo, l'augmentation du prix des transports publics. Plusieurs villes ont déjà réagi en réduisant les prix. Les manifestants s'insurgent également contre les dépenses colossales engagées pour le mondial dans un an, alors que des services publics comme la santé sont sinistrés. La présidente Dilma Rousseff s'est rendue à Sao Paulo pour rencontrer son mentor politique, l'ex-président Lula. En Turquie, alors que le Premier ministre Erdogan s'est réjoui mardi d'avoir mis un terme à la contestation, des incidents ont encore été signalés dans 2 villes du pays. À Ankara, la police a dispersé quelques centaines de manifestants. Depuis l'évacuation samedi du parc Gezi à Istanbul, les autorités ont arrêté plusieurs centaines de personnes. Selon un dernier bilan, les manifestations contre le gouvernement ont fait en plus de 2 semaines 4 morts et quelques 7800 blessés. Spectaculaire explosion en série en Russie. Pendant près de 8 heures, des détonations ont retenti dans un dépôt de la région de Samara où étaient stockés 11 millions de munitions. Les explosions ont pulvérisé les vitres des maisons et des véhicules dans un rayon de 5 km. Une personne a été tuée et 34 autres blessées. 6500 personnes ont dû être évacuées. De tels incidents sont courants en Russie où les conditions de stockage dans les entrepôts militaires sont souvent rudimentaires. Pléiade de stars et de personnalités du monde entier pour l'anniversaire de Shimon Peres, de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair à la chanteuse américaine Barbra Streisand. Une soirée en l'honneur du président israélien qui fêtera ses 90 ans le 2 août prochain. Shimon Peres, né en Pologne, a entamé sa carrière politique en 1947 aux côtés du fondateur de l'État d'Israël, Ben Gourion. La soirée était organisée dans le cadre de la 5e conférence présidentielle annuelle prévue jusqu'à jeudi. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.